il faut commencer à fouiller parce que là, on entend crier en haut, on entend crier en bas. Ça hurle partout dans le building, là, même si on est dans la chose, ça hurle encore. Et là, on commence par où? Par en haut, par en bas. Je vois une très large trace de sang qui descend et qui s'en va vers les cages d'escalier. Ben, j'ai dit, ça va être ça. On commence par là. Et là, je regarde, je mets la main sur l'épaule à Ben, j'ai dit, t'es prêt? On rentre. Là, il me regarde avec les yeux, il dit, oui, c'est beau, on rentre. Lui, c'était une jeune recrue, il avait moins de 2 ans de service. On part, et là, on rentre à l'intérieur. Et là, c'est là que tu prends l'ampleur. Au début, tu sais, je te parlais de fumée, tu sais, que je voyais sortir. Finalement, c'était pas de la fumée, c'était de la poudre en suspension. Tu sais, quand tu as plusieurs coups de feu, il y a de la poudre en suspension. Le mitraillement. Ça veut dire qu'avec la chaleur intérieure et le froid extérieur, donc la poudre qui est en suspension est en train d'évacuer le building, OK? Et c'est ça, la boucane, la fumée. Parce que au début, j'ai pensé qu'il avait pu mettre le feu à l'intérieur, mais finalement, c'était pas une odeur de fumée, c'était vraiment de la poudre. Non, ouais. À cause des multiples coups de feu qui ont été tirés à l'intérieur. Donc, on entre à l'intérieur. Et là, on doit, pour entrer, la porte est entrouverte. Pourquoi? Entre autres, parce qu'il y avait une victime qui était abattue là et qui était dans l'entrée. Et il a fallu enjamber cette personne-là pour pouvoir entrer. Et encore une fois, c'était évident qu'on ne pouvait rien faire pour cette personne-là. Donc, on entre à l'intérieur. Et là, faut décrire les lieux un peu pour comprendre. Le rez-de-chaussée de la Grande Mosquée, c'est comme si environ 80-85% du rez-de-chaussée était une grande salle. C'est la salle de prière, OK? Donc, c'est quand tu arrives, tu as un petit portique et c'est là que t'as la grande salle. Et c'est là que la majeure partie des victimes étaient. Donc, on arrive là et là, ce qu'on voit à l'intérieur, ben, c'est un mélange de personnes paniqués qui pas besoin de dire qu'ils passent la pire journée la pire soirée de leur vie, là. Okay? Mais à la fois des victimes blessées ou décédées au sol. Donc, c'est un mélange de tout ça à l'intérieur. Et là, moi et mon partenaire, on entre à l'intérieur avec nos armes de service en main parce que le suspect, pour nous autres, dans notre tête, il y a autant de chances d'être là qu'en haut, en bas. On sait pas il est où. Et là, tout le monde vient nous hurle des choses, tu sais. Il est en haut, il est en bas, il est ici. Et là, tout le monde veut bien faire, OK? C'est ça, tu dis le chaos. Là. Mais là, à un moment donné, tu te dis, OK, il faut que je me ferme, faut pas que j'essaie. Il faut que je me ferme à ce que les gens essaient de me dire, parce que même s'ils veulent m'aider, c'est tellement décousu et ils ont tellement vécu un événement traumatisant que les choses qu'ils me donnent sont plus contemporaines. Ouais. OK? Dans le nombre de secondes puis de minutes, on est peut-être rendu à 2 minutes là, depuis l'intervention, OK? Depuis l'appel initial. Et en 2 minutes, il y a une foule de choses qui se passent et les gens se déplacent. Donc, à un moment donné, je me dis, OK, très vite, je me dis, la seule affaire qu'on peut suivre, c'est ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent. OK? C'est ça qui devient notre guide. Et là, c'est le bout qui est le plus difficile un peu là-dedans, c'est de dire, tu rentres avec ton arme de service, tu pointes des gens, mais tu dois être empathique en même temps. Là, là, tu vas dire, il est complètement fou ce qu'il me dit là, hein? Mais c'est ce qu'on a fait pareil, parce que là, ces gens-là, ils sont en train de vivre la pire journée de leur vie, puis il y a 2 polices qui rentrent puis qui les pointent avec leurs armes à feu. Puis là, ce que je le disais avec l'autre main, j'ai dit, couchez-vous au sol, aidez-nous à vous aider, on va le trouver. OK? Mais en même temps, pour nous, chaque personne qu'on croisait pouvait être le suspect potentiel. Donc, tu sais, quand on dit le chaos, là, de démêler, d'essayer de mettre de l'ordre dans de quoi qui est complètement, là, la situation a complètement dérapé. Là. Donc, il faut que tu essaies de retrouver une ordre, de mettre un ordre là-dedans pour être capable d'accomplir ce que tu as à faire. T'sais. Donc, et surprenamment, on a eu une collaboration des gens là-bas où est-ce qu'on les pointait, on les demandait de se coucher au sol et les gens nous écoutaient. OK? C'est comme si eux, de leur côté, ils ont dit « Enfin, il y a des gens qui viennent d'arriver puis qui vont s'en occuper. Ouais. Ben, la meilleure affaire qu'on peut faire, c'est les écouter puis se coucher au sol. C'est que moi, je demandais aux gens, couchez-vous au sol, mettez-vous les mains en croix comme ça, puis restez comme ça, OK? On va le trouver, on va s'en occuper. OK? Donc là, les gens se sont mis à se coucher au sol. Et à l'exception encore d'une personne qui était dans le coin, était en train de prodiguer des premiers soins à une personne qui était atteinte par plusieurs balles. Et là, il y a comme eu un accord tacite entre moi et cette personne-là. On s'est regardé dans les yeux, j'ai fait un signe de tête en voulant dire ouais, c'est bon. Tu peux continuer. Ouais, OK? Ça. On se l'est pas expliqué, mais il a compris que mon regard, c'est ça que ça voulait dire, puis on a. C'est. Pourquoi le fait comme ça? Tu sais, quand on dit que le cerveau humain est capable de traiter
de multiples choses en même temps quand t'es sous l'adrénaline puis sous le stress comme ça. Donc, ça a été on a eu un accord comme ça. Et là, donc là, on est en train de faire coucher au sol les gens dans la grande salle de prière. On a peut-être environ 25 personnes qui sont quelques personnes qui sont présentes dans cette salle-là. Et attenant cette pièce-là, il y a une petite pièce avec une arche qui mène c'est une petite pièce. Moi, je trouvais que ça ressemblait à un locker. Tout le monde avait des petites portes. Et c'est probablement des endroits où est-ce que les gens mettent leurs effets personnels, leurs effets de prière. Puis, donc, il était là. Et quand on arrive dans cette pièce-là, qui est attenante à la salle de prière, on voit plein de gens couchés au sol. Et ça, tu sais, dans les moments marquants qui nous restent, ben, ça, c'en est un. Quand on demande aux gens de se déplacer, parce que là, on est encore juste 2 policiers, là. Là, Ouais, je parle depuis un petit bout de temps, mais on est encore à 2 minutes quelques depuis le début de l'appel. Là. Puis il n'y a pas encore de renfort nécessaire. Les renforts, je sais que tous les chars de police de la ville s'en viennent. Ouais. Mais tu sais, ça fait 2 minutes quelques secondes que l'appel est rentré. Là. Nous autres, on a déjà fait ce bout-là. Là. Ouais. OK? Et là, donc, j'ai dit, on va déplacer ces gens-là, on va les amener tout à ma place. Quand t'es pas beaucoup d'effectifs, c'est beaucoup plus facile de contrôler des gens, un groupe qui sont tous un à côté de l'autre que dans des pièces distinctes. Donc, on demande aux gens-là de se déplacer, et là, les premières personnes qui commencent à se lever, on voit des petites têtes d'enfants sortir en dessous. Donc là, c'est de réaliser à quel point ces gens-là ont eu le courage de s'offrir comme bouclier humain pour protéger des enfants qui étaient sur place. Ça, c'est quelque chose j'ai du respect pour ces personnes-là qui ont eu le courage de faire ça, c'est incroyable. Et quand tu réalises ça, c'est sûr que ça vient te chercher, puis ces images-là, ben, ils restent en toi tout le temps. Fait que là, on a fait déplacer donc ces adultes-là et les enfants dans la grande pièce encore. Puis là, c'est encore paradoxal, hein? On se promène, on a notre arme à feu à la main, on pointe ces personnes-là, mais on leur parle avec empathie. Mm-hmm. Ça fait bizarre, tu sais, tu peux quasiment pas enseigner ça, tu sais, mais à un moment donné, tu dis, c'est le système D, il faut que je me débrouille, puis il faut que j'essaye de mettre de l'ordre dans ce chaos-là. Puis c'est la façon qu'on a fait, puis tu le sais jamais sur le coup si tu fais la bonne affaire, hein? Mm-hmm. Tu le sais après, des semaines après. Quand il y a plein de monde qui l'ont analysé puis qui t'ont dit est-ce que tu l'as fait comme ça, mais sur le coup, tu fais ce que tu penses qui est le mieux, puis ce que ici ça te parle, puis ce que ici ça te parle. Là. Est-ce que tu doutes à ce moment-là? Ou... Non, on doute pas. On est en mode, parce que moi, souvent les gens me disent c'est quoi le sentiment qui t'habitait à partir du moment que tu es arrivé ces lieux? Ouais. Moi, c'est de la rage. De la rage, là, c'est pas vrai que ça arrive dans ma ville, c'est pas vrai que ça arrive chez nous. Tu sais, on entend tout parler de ces événements-là, que ça arrive un peu partout dans le monde. Hein? Ouais, aux États-Unis. Aux États-Unis, ça arrive en Europe, ça arrive en Nouvelle-Zélande, après coup. Ça arrive un peu partout sur la planète, mais pas chez nous, pas dans la ville de Québec. Là. La ville de Québec, c'est une petite ville sécuritaire, où est-ce que, tu sais, c'est pas une ville violente. Mais là, de voir ça, puis là, de voir que c'est réalisé, quand tu l'appelles, mais tu arrives ces lieux, puis tu constates que c'est ça, c'était de la rage que j'avais. Et quand je suis rentré à l'intérieur, je le verbalise vraiment comme j'étais. J'ai été à la chasse, je m'en allais là pour aller mettre fin à ça, puis aller abattre le tireur. Mm-hmm. C'est ce qui m'animait, là, c'était ça. Mon but, là, c'était que ça s'arrête. De le trouver, puis de l'abattre. C'était ça mon but. Puis là, à ce moment-là, tu sais pas s'il est tout seul ou il est avec... Non, on sait rien. Parce que là, les appels qu'on a, les informations qu'on avait, c'est qu'il y a un tireur, il y a 2 tireurs. Là, on vient d'intercepter un potentiel à l'extérieur, que je vais y revenir à cette personne-là plus tard. Okay? Mm-hmm. Mais, donc, dans ma tête, puis dans l'information qu'on avait, c'est qu'il y avait plus qu'un tireur. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que les gens qui appellent au 911 donnent des descriptions différentes, donnent des choses, des endroits différents. Il y en a un au rez-de-chaussée, il y en a au sous-sol, il y en a, tu sais, ils donnent des endroits, des positionnements selon ce qu'ils sont. Donc, quand t'es la personne qui prend les personnes au 911 qui prennent les appels, ils se disent, il doit y avoir plus qu'un tireur. Et c'est le cas dans à peu près toutes les fusillades de masse comme ça, même s'il y a juste un tireur. Au départ, les informations contradictoires rendent que on prend pour acquis qu'il y en a 2. Puis c'est quoi? C'est une bonne chose qu'on prenne pour acquis qu'il y en a 2. Parce que même si on en a un, on va quand même continuer à travailler avec sécuritairement tout ça. La règle du 1+1. On va toujours faire ça pour la sécurité des gens là-bas, mais pour la nôtre aussi. Ça veut dire que... Puis est-ce que l'information continue de rentrer à ce moment-là? Tout le temps. Ou... Tout le temps. Mais là... Tu sais, dans ton walkie-talkie ou ton oreille, je sais pas comment ça fonctionne. À ce moment-là,
ça ne parle pas encore. Ce que j'ai, c'est des policiers sur les zones qui sont en route qui parlent, OK? Mais les gens du 911, ils sont toujours pris avec le tsunami d'appels. Ça les 4 premières minutes environ, puis là, c'est pas exhaustif, là. Ça pourrait être 6, ça pourrait être 3,5, là. C'est des affaires que j'ai pas vérifiées, mais je te donne de mon feeling, là. OK? Mon feeling, c'est que pendant à peu près les 4 premières minutes, j'ai pas eu une interaction avec les gens du 911. Parce qu'ils étaient pris sur un show d'appel. Les autres, ils écrivaient. Qu'est-ce qu'ils ont? On déplace ces gens-là, on les amène tous dans la grande salle de prière, et là, à ce moment-là... Est-ce que j'ai une question? Est-ce qu'ils sont vivants, ces gens-là, que tu te déplaces? Oui, OK. Ils se déplacent par eux-mêmes. Les victimes blessées restent là. Les personnes décédées restent là, bien sûr. Donc, ce qu'on demande, c'est qu'aux gens qui sont pas blessés physiquement, de se déplacer. Ouais, puis là, on les rassemble. Avec les enfants, puis... Donc, on les rassemble dans cette pièce-là, puis ils se couchent au sol. Et là, à ce moment-là, c'est là que je commence à voir des lumières stroboscopiques, là, des gyrophares, etc. Donc là, je sais qu'il y a des policiers dehors. Okay, je sais que ça commence à arriver, j'entends des sirènes aussi, j'entends tous les chars de la ville s'en viennent. C'est un événement, n'oublie pas, soirée tranquille, puis l'événement majeur de la décennie. Là. Ça veut dire que, imagine-toi que... C'est la plus haute tuerie au Québec. C'est que ça arrive, et là, c'est la seule fois dans tout l'événement que j'ai senti une hésitation, parce que le superviseur, c'est moi, puis je suis à l'intérieur. Parce que dans un cas de tireur actif, on n'attend pas d'être une équipe, on n'attend plus, ça s'est déjà fait. Maintenant, c'est le premier policier, si t'es tout seul, tu commences à intervenir. Si t'es deux, tu interviens en deux. Pourquoi? C'est qu'il faut éliminer le tireur, limiter le tireur le plus rapidement possible, parce que chaque seconde qui passe, c'est potentiellement une autre victime de plus qui fait. Donc, il n'y a pas date. On rentre à l'intérieur, puis on commence une intervention tout de suite dans le cas d'un tireur actif. Donc là, je sens qu'il y a des gens dehors, puis ça s'active dehors, mais on est encore juste deux en dedans. C'est là que je prends exemple, puis je dis... moi, mon unité, c'est je suis le véhicule 300, donc le 300, ça me prend du monde à l'intérieur, il faut que ça rentre. Et là, à partir de ce moment-là, c'est comme s'il y avait une hésitation de certains policiers qui venaient d'arriver, et là, ça a rentré. Tout de suite, il y a 4 policiers de plus qui sont entrés à l'intérieur. Donc là, on est passé de 2 à 6 policiers à l'intérieur. Et là, ce qu'on s'est dit, on va garder 2 policiers qui vont surveiller nos victimes qu'on a au sol dans la grande salle. Et là, on s'est dit, bon, ben là, il faut commencer à fouiller parce qu'on entend crier en haut, ça hurle partout dans le building, même si on est dans la chose, ça hurle encore. Et là, on commence par où? Par en haut, par en bas. Je vois une très large trace de sang qui descend et qui s'en va vers les cages d'escalier. Ben, j'ai dit, ça va être ça, on commence par là. Fait que là, je pars, on est 4 policiers à partir, ça va vers la cage d'escalier et cette trace de sang-là descend vers le sous-sol. Donc, on s'enligne vers le sous-sol. J'ai des policiers qui nous protègent dans la cage d'escalier pour pas que si quelqu'un arrive d'en haut. On descend juste comme j'arrive pour aller pour ouvrir la porte du sous-sol. Il y a 2 victimes paniquées qui rouvrent la porte dans le visage. Puis là, on est 4 policiers avec l'arme à la main. Tu sais, quand on dit qu'il y a plein de fois où est-ce que ça aurait pu moins bien tourner, là. C'est de retenue, OK, on les contrôle, on les demande d'aller se coucher, on les fait se coucher dans la grande salle avec les autres. Et là, on commence ce qu'on appelle notre mode fouille, c'est qu'on se dit, le suspect a autant de chances d'être dans la première pièce qu'on va voir que dans la dernière pièce qu'on va voir. Donc, on va fouiller toutes les pièces en s'en allant. Et le sous-sol est complètement à l'inverse du rez-de-chaussée, où est-ce que je te disais que c'était une grande pièce qui couvrait 85% du rez-de-chaussée en haut. Au sous-sol, c'est de multiples petites pièces avec un corridor, OK? Donc, c'est de multiples petites pièces, donc beaucoup plus long et difficile à sécuriser. Donc, chaque porte qu'on croise, c'est soit on l'ouvre, si elle n'est pas ouverte, on la défonce, puis on fouille partout où est-ce qu'un être humain peut se cacher. Et là, on arrive à une petite, j'appelle ça une salle de classe, là, je te le dis comme mes souvenirs sont, là. Ça ressemble à une petite salle de classe avec des pupitres d'école primaire un peu. Là. Ça ressemble à ça. Et là, la trace de sang que je parlais tantôt amenait dans ce local-là. Donc, on se met à fouiller et en ouvrant le garde-robe, on trouve une victime qui était blessée à la jambe qui a reçu un projectile dans la jambe, mais l'artère fémorale était touchée. Donc, l'artère fémorale, pas besoin de te dire que le sang, le timer de survie de cette victime-là est parti. Là, okay? Parce que les minutes qui passent, ça durera pas une demi-heure. Là, une hémorragie externe. C'est ça. Et donc, là, j'ai 2 collègues qui sont là.
Et ils prennent... il y avait une courroie de déménageurs avec, tu sais, avec des cliquetis, là, qui avaient ça au sol. Ils prennent ça, ils font un garrot. Ça arrête pas tout à fait l'hémorragie. Ils arrachent une distributrice à eau, là, la courroie d'alimentation en arrière, là, pour le connecter. Là. Ouais. Ils l'arrachent et là, ils doublent le garrot et là, ils réussissent à stopper l'hémorragie. Et là, ils ont évacué cette victime-là rapidement. Parce que là, à ce moment-là, les ambulanciers rentrent pas à l'intérieur. C'est les policiers qui sortent les victimes les plus mal en point. Parce que on a encore un tireur actif. Dans nos têtes, on a encore un tireur actif présent sur les lieux. Donc, on ne rentrera pas des ambulanciers ou donc, c'est les policiers qui vont aller évacuer les premières victimes. Donc, cette victime-là a été évacuée. Et ils ont fait un travail exceptionnel. Ils ont permis de sauver la vie de cette personne-là. Ouais. Donc, ça a été... Ces minutes étaient comptées. Ouais, les minutes étaient comptées. Donc, on continue ce mode fouille-là. Et là, je commence à avoir d'autres policiers. J'ai une autre équipe de policiers qui est arrivée, dont avec un maître chien du service de police qui est là aussi. Et là, on va s'identifier les deux équipes de façon à ne pas se retrouver en feu croisé. Mais on va continuer les fouilles à deux équipes. On termine le rez-de-chaussée, le sous-sol, pardon. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.